Calder Matthews fixait son assiette. Le saumon qu'il avait grillé plus tôt était maintenant froid. Intact. L'horloge de la cuisine résonnait lourdement dans le silence pesant de la salle à manger. Il leva enfin les yeux vers Mara, sa femme depuis 17 ans. Assise en face de lui, elle faisait tournoyer son vin dans son verre, avec un calme déroutant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Je couche avec Jules depuis 6 mois maintenant, lâcha-t-elle. Sa voix était plate. Dépourvue de toute excuse. J'avais besoin d'un vrai homme. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme des lames invisibles. La fourchette de Calder resta figée à mi-chemin de sa bouche. Puis il la posa, sans un bruit. Un vrai homme, répéta-t-il. Sa voix ne laissait rien transparaître. Pas même l'ouragan intérieur qui menaçait d'exploser. Mara hocha la tête. Un sourire satisfait s'étira sur son visage. Tu n'es jamais là, Calder. Toujours au travail. Toujours dans ta tête. J'en ai eu assez d'attendre. Calder la regarda. Réellement. Pour la première fois depuis longtemps. La femme avec qui il avait construit toute une vie, lui semblait désormais étrangère. Ses cheveux blonds, récemment coiffés dans ce salon hors de prix payé avec son argent, tombaient en vagues parfaites sur ses épaules. Et ce collier de diamants à son cou, celui qu'il lui avait offert pour leur 15e anniversaire, brillait comme une gifle silencieuse. Jules me comprend, poursuivit-elle, le provoquant presque du regard. Il m'écoute. Il est passionné. Papa, elle a raison. La voix de Brennan déchira la tension. Calder se tourna lentement vers son fils de 19 ans. Muet jusqu'à présent. Tu es toujours enfermé dans ton bureau ou au travail. Maman est seule. La trahison s'enfonça plus profondément encore. Son propre fils. Qui prenait parti pour elle? Sans l'ombre d'une hésitation. Depuis combien de temps tu sais ça? Demanda Calder, les yeux à nouveau fixés sur Mara. 1 mois. Elle haussa les épaules, indifférente. Je ne voyais pas l'intérêt de lui cacher. Il est adulte. Calder hocha lentement la tête. Il encaissait. Ses doigts picotaient, engourdis. Il recula lentement sa chaise. Les pieds grincèrent sur le parquet. Papa? Tu ne vas rien dire? Brennan haussa la voix, incrédule. Maman essaie juste d'être honnête avec toi. Calder marcha vers le porte-clés, près de la porte. Ses gestes étaient lents. Maîtrisés. Il attrapa ses clés de voiture. Le métal froid contre sa paume. Où tu vas? Lança Mara, la voix craquant pour la première fois. Son calme venait de se fissurer. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Calder, on doit en parler. Mais Calder ne se retourna pas. Il ouvrit la porte d'entrée, et sortit. L'air frais du soir le frappa. Derrière lui, la voix de Brennan s'éleva à nouveau. Tu vois? C'est exactement ça. Il se ferme comme toujours. La porte se referma doucement. Clic. Dans sa voiture, Calder resta immobile. Il fixait la maison. La maison qu'il s'était tué à payer. Par la fenêtre de la salle à manger, il voyait Mara. Et Brennan. Leurs bouches bougeaient dans une discussion animée. À propos de lui, sûrement. À propos du prochain coup à jouer. Il mit le moteur en marche. Et s'éloigna du trottoir. Il n'avait aucune destination. Mais ses mains savaient déjà où aller. Elles le guidèrent vers l'autoroute. Celle qui l'emmènerait loin de Millbridge. Et tandis que les kilomètres s'étiraient entre lui et cette famille brisée, l'esprit de Calder resta étrangement clair. Il n'y avait ni rage. Ni tristesse désespérée. Seulement une froide résolution, grandissante. Ils avaient fait leur choix. À lui, maintenant, de faire le sien. Les graviers crissèrent sous les pneus lorsque Calder se gara devant la cabane. Pin Hollow était exactement comme dans ses souvenirs. Une petite bâtisse usée, cachée parmi les arbres géants. À un quart de mile du voisin le plus proche, isolé au cœur de la forêt.
Son père l'avait construite de ses propres mains. Un sanctuaire. Aujourd'hui, elle allait redevenir ça. Pour lui. Calder sortit de la voiture. Il s'étira après 3 heures de route. L'air de la montagne emplit ses poumons vifs, purs, libérateurs. Il n'était pas venu ici depuis plus de 2 ans. Mara se plaignait toujours du manque de confort. Il avait fini par cesser de proposer ses escapades. La clé accrocha dans la serrure. Rouillée par l'oubli. Mais d'un tour ferme, la porte s'ouvrit en gémissant. Des particules de poussière dansèrent dans le faisceau de sa lampe torche. L'électricité était coupée. Mais la lumière lunaire suffisait pour s'orienter. Il posa son téléphone sur le plan de travail. Les messages de Mara affluaient déjà. 23 textos. Cet appel manquait. Il s'enchaînait à mesure que la nuit avançait. D'un calme presque glaçant, il éteignit le téléphone. Et le rangea dans un tiroir. Il s'endormit étonnamment vite, recroquevillé sur le vieux canapé, enveloppé d'une couverture poussiéreuse trouvée dans le placard du couloir. Le matin se leva à travers les vitres. Calder aussi. Il avait un objectif. Clair. Premier appel, son assistant. Ryan, je prends 2 semaines de congé. Transfère les urgences par mail. Mais dis au reste que je suis indisponible. Tout va bien, monsieur? L'inquiétude de Ryan était palpable. Tout va bien. J'ai juste des affaires personnelles à gérer. Deuxième appel, son avocat. Michael Donovan, je dois vous voir dès que possible. Ma femme me trompe. Je m'attends à ce qu'elle demande le divorce. Je suis désolé d'apprendre ça, Calder. Demain, 10 heures. J'y serai. Troisième appel, le gardien de la cabane. Jim, il faut remettre l'électricité. Et m'apporter quelques provisions. Je vais rester un moment. Avec les choses essentielles en place, Calder passa la journée à nettoyer la cabane. Toiles d'araignée, poussière, fenêtres grandes ouvertes. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans ce labeur physique. Faire de l'ordre dans le chaos. En fin d'après-midi, il s'assit sur le porche. Une tasse de café noir entre les mains. Il regardait les ombres s'étirer sur la clairière. Le téléphone restait éteint. Ce qui se passait à Millbridge pouvait attendre. Le lendemain, il se rendit à Pinolow. Une bourgade minuscule, une seule rue principale, quelques commerces. À la quincaillerie, il acheta outils et matériaux pour réparer les marches arrières affaissées, et le toit qui fuyait. « On vous a pas vu depuis longtemps », lança le gérant, Frank, en scannant les articles. « J'étais occupé », répondit simplement Calder. « Vous restez longtemps ? » « Je ne sais pas encore. » Frank hocha la tête. Il n'insista pas. C'était ça, la beauté de ces petites villes. Les gens s'occupaient de leurs propres affaires. La semaine suivante, Calder trouva un rythme. Réveil à l'aube. Travail sur la cabane jusqu'à midi. Déjeuner au dîner local. Retour au chantier jusqu'au coucher du soleil. Le soir venu, il s'asseyait près de la cheminée. Mais ce n'étaient pas des plans de rénovation qu'il dessinait. C'étaient des plans pour sa nouvelle vie. Et le 7e jour. Il ralluma enfin son téléphone. L'écran s'illumina aussitôt sous une avalanche de notifications. Des dizaines de messages de Mara. Des supplications. Des reproches. Des allers-retours entre regrets. Et plusieurs messages de menaces de Brennan lui ordonnant de rentrer à la maison, ainsi qu'une avalanche d'interrogations inquiètes de la part d'amis et de collègues, mais un message en particulier retint son attention, « Appelle-moi. C'est Michael. J'ai creusé un peu. Rappelle-moi dès que tu peux. » Calder l'appela aussitôt. Il sortit sur le porche en bois, le téléphone à l'oreille, faisant les 100 pas alors qu'il parlait avec son avocat. « J'ai trouvé quelques irrégularités financières intéressantes, » annonça Michael sans détour. De gros retraits ont été effectués sur votre compte commun au cours des 8 derniers mois. Est-ce que cette période évoque quelque chose pour toi? La mâchoire de Calder se crispa. C'est à peu près le moment où Mara a commencé sa liaison, d'après ce qu'elle m'a dit.
C'est bien ce que je pensais. On parle ici de sommes considérables, Calder, près de 200 000 $. Le chiffre resta suspendu dans l'air. Calder fixait la forêt devant lui, observant un cerf traverser les broussailles, totalement inconscient de sa présence. « Que me conseilles-tu » demanda-t-il enfin. « Documente tout. J'ai déjà commencé à constituer un dossier. Quand tu reviendras en ville, on devra se voir en personne pour élaborer la stratégie. Je serai là dans quelques jours. » Après avoir raccroché, Calder resta sur le porche, pensif. La trahison allait plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une infidélité émotionnelle. Mara avait méthodiquement vidé leur compte, probablement pour se préparer une nouvelle vie avec Jules. Cette nuit-là, il prit une décision. Il ne supplierait pas. Il ne crierait pas. Il serait froid. Calculateur. Patient. Mara avait choisi son chemin. Il allait s'assurer qu'elle le parcourt, seule, et qu'elle en assume chaque conséquence. 2 jours plus tard, Calder emballa ses quelques affaires, ferma la cabane et prit la route pour Millbridge. Il ne rentrait pas pour se réconcilier, ni pour se disputer. Il rentrait pour gagner. Le cabinet Donovan et associés occupait le dernier étage de l'un des rares immeubles de grande hauteur de Millbridge. Calder était assis en face de Michael, examinant les documents étalés entre eux. « Elle demande la moitié de tout, y compris de ton entreprise, » dit Michael en tapotant un document légal avec son stylo. « Et une pension alimentaire qui ferait froncer les sourcils à la plupart des juges. » Calder hocha la tête, sans surprise. « Et Brennan ? Il a 19 ans, donc la garde n'est pas en jeu, mais elle tente de t'obliger à continuer de financer ses études universitaires, tout en gardant le contrôle du fonds que tu as créé pour lui. »« Bien sûr qu'elle le fait, » dit Calder en se renfonçant dans son siège, le visage impassible. « Quelle est notre riposte ?» Michael glissa un autre document vers lui. « J'ai préparé ça. Compte tenu des preuves financières qu'on a trouvées, et de l'aveu d'infidélité, nous avons une position solide. » Calder parcourut rapidement le document, notant des termes agressifs mais justes. « C'est bien. Et ensuite ? On dépose notre réponse et on attend que son avocat nous contacte. En attendant, tu dois emménager de nouveau dans la maison. » Les sourcils de Calder se levèrent. « La maison ? Oui. Si tu abandonnes le domicile conjugal, ça pourrait se retourner contre toi. Je te conseille d'occuper l'une des chambres d'amis et de garder une attitude civile. » L'idée de partager le même toit que Mara après sa trahison lui donnait la nausée, mais Calder comprenait la stratégie. « Très bien. J'emménage ce soir. » Comme il s'y attendait, Mara n'était pas là quand il arriva. Pourtant, la maison avait changé. Elle semblait différente. Plus froide. Malgré l'après-midi de printemps, l'air y était glacial. Il monta à l'étage avec sa valise, choisissant la chambre d'amis la plus éloignée de la suite parentale, et se mit à déballer méthodiquement. Il était dans la cuisine, en train de préparer un dîner simple, quand il entendit la clé tourner dans la serrure. La voix de Brennan résonna depuis l'entrée, suivi du rire de Mara, un son qui autrefois lui apportait de la joie, mais qui résonnait maintenant comme une moquerie creuse. Ils s'immobilisèrent tous deux en le voyant au comptoir, un couteau à la main, tranchant calmement une tomate. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Mara. Son maquillage soigneusement appliqué ne parvenait pas à masquer la tension dans son regard. « Je vis ici, » répondit Calder simplement, sans lever les yeux. « Tu nous as abandonnés » lança Brennan, sur un ton défiant. « Tu ne peux pas revenir comme si de rien n'était. » Calder déposa le couteau, se retourna et les regarda en face. « Je ne vous ai pas abandonné, Brennan. Il n'y avait plus de « nous » dès l'instant où ta mère a décidé de coucher avec un autre homme. Et toi, tu as choisi de la soutenir. » Le visage de Mara se colora de colère. « Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. J'ai tous les droits. C'est mon fils. Et il est assez grand pour comprendre les conséquences de choisir un camp dans les histoires d'adultes. J'ai pris le parti de maman parce qu'elle a raison à ton sujet, » rétorqua Brennan. « Tu es froid. Tu l'as toujours été. » Calder hocha la tête, comme s'il réfléchissait à cette remarque. « Peut-être.
Mais je n'ai jamais menti. Et je n'ai jamais pris ce qui ne m'appartenait pas. Il fixa Mara droit dans les yeux. 200 000 $, pour être exact. Le teint de Mara pâlit aussitôt. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je crois bien que si. Et mon avocat aussi. Calder se remit à préparer son repas. Je vais rester dans la chambre d'amis et jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Je propose que nous limitions nos échanges au strict minimum. Tu ne peux pas m'imposer tes conditions dans ma propre maison, s'écria Mara, perdant son calme. Notre maison, corrigea Calder. Payée avec mes revenus. Pendant que toi, tu refaisais la déco tous les 2 ans avec de l'argent que, visiblement, nous n'avions pas à gaspiller. Maman, viens. On n'a pas à écouter ça, souffla Brennan en tirant le bras de sa mère. Mara lança un regard noir à Calder, qui continuait de préparer son dîner comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas fini, cracha-t-elle. Non, répondit Calder, levant enfin les yeux vers elle, le regard glacial. Ce n'est que le début. La semaine suivante se déroula dans un froid glacial. Calder quittait la maison tôt chaque matin et rentrait tard, évitant Mara autant que possible. Quand leurs chemins se croisaient, leurs échanges étaient brefs, tendus, chargés de rancune. Brennan était retourné à son dortoir universitaire, mais son allégeance était évidente, il appelait sa mère tous les jours, et gardait un silence glacial envers son père. Ce vendredi soir-là, Calder relisait des contrats dans son bureau à domicile quand on frappa à la porte. Sans attendre de réponse, Mara entra, un verre de vin à la main. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'un ton qu'elle voulait poser. Calder posa son stylo. « Nos avocats s'occupent déjà de la communication. Ne sois pas ridicule. On a été mariés pendant 17 ans. On peut régler ça entre nous, sans passer par les tribunaux. Comme tu as réglé les choses avec Jules ? Sans m'en parler ? » L'expression de Mara se durcit. « C'est pas juste. » « Juste ?» répéta Calder en s'adossant à son fauteuil. « Tu m'as trompé. Tu as volé sur nos comptes. Tu as monté notre fils contre moi. Quelle part de ça te semble juste ? J'ai fait une erreur, d'accord ? C'est ça que tu veux entendre ? » Elle s'approcha, la voix adoucie. « Mais on peut s'en sortir, pour Brennan, au moins. » Calder la scruta. Pour la première fois, il voyait à quel point elle était manipulatrice. « Tu ne t'inquiètes pas pour Brennan. Tu t'inquiètes pour ton train de vie. » « Ce n'est pas vrai. »« Si. Les demandes de ton avocat le prouvent. » Calder se leva, ramassa ses documents. « Je ne cherche plus à régler quoi que ce soit avec toi, Mara. Cette époque est révolue. » « Alors c'est ça ? 17 ans, et tu t'en vas juste comme ça ? » « Je ne suis pas parti, » dit Calder calmement. « C'est toi qui l'as fait, le jour où tu as partagé le lit d'un autre homme. » Le visage de Mara se tordit de rage. « Tu vas le regretter, Calder. Je vais tout te prendre. Ton argent. Ton entreprise. Ta réputation. Quand j'en aurai fini, tu regretteras de ne pas avoir été plus conciliant. » Un mince sourire froid se dessina sur les lèvres de Calder. Tu peux toujours essayer. 3 jours plus tard, Calder était de nouveau dans le bureau de Michael, étudiant les dernières manœuvres juridiques de Mara. Elle affirme un abandon émotionnel, expliqua Michael. Elle dit que tu étais présent physiquement, mais absent émotionnellement. Elle s'en sert pour justifier l'infidélité et les retraits financiers. Est-ce que ça peut tenir la route ? Michael secoua la tête. C'est un argument faible, surtout avec les preuves qu'on a. Mais elle essaie aussi de revendiquer une part de propriété dans Matthews Construction, au prétexte qu'elle t'a aidé à développer ton réseau et à obtenir des clients. Les yeux de Calder se plissèrent. Elle assistait à 3 événements d'entreprise par an, et s'en plaignait à chaque fois. Je sais. Mais son avocat est doué. Johnson est spécialisé dans les divorces à haut conflit. Et il n'hésite pas à user de tactiques douteuses. Michael poussa un dossier vers Calder. Voici notre réponse. On contre-attaque avec les preuves de son adultère, le détournement financier,
et des déclarations d'amis communs pouvant témoigner de ton implication dans le mariage. Calder feuilleta les documents, hochant la tête avec satisfaction. Ça a l'air complet. Ça l'est. J'ai aussi inclus une proposition de règlement équitable, mais pas trop généreuse. Si elle est maligne, elle l'acceptera. Et si elle ne l'est pas? Le visage de Michael se durcit. Alors, on entame la procédure de découverte, et tout cela devient public. Calder réfléchit, pesant l'impact potentiel sur son entreprise et sa réputation contre la satisfaction de voir Mara exposée pour ses actes. On continue comme prévu, dit-il finalement. Je ne me laisserai pas intimider pour lui donner plus que ce qu'elle mérite. En sortant de l'immeuble, Calder aperçut une silhouette familière près de sa voiture. Brennan l'attendait, les mains enfoncées dans les poches, le visage tiraillé entre colère et incertitude. « Papa » dit-il alors que Calder s'approchait, « il faut qu'on parle de... » Calder déverrouilla sa voiture mais ne monta pas, accordant toute son attention à son fils. « De la façon dont tu traites maman. Elle est vraiment bouleversée, et ton avocat l'accuse de toutes sortes de choses. Ce ne sont pas des accusations si elles sont vraies, Brennan. Mais tout traîner devant les tribunaux, rendre ça public. Tu te rends compte de ce que ça va lui faire? » Calder observa son fils. Il voyait clairement la manipulation de Mara à l'œuvre. « C'est elle qui t'a envoyé ici, n'est-ce pas? » « Non. Je suis venu parce que je m'inquiète pour vous deux. » « Ce n'est pas vrai, et on le sait tous les deux. Tu es là parce qu'elle t'a demandé de plaider sa cause. » La voix de Calder restait calme, maîtrisée. « Dis-moi, est-ce qu'elle t'a aussi parlé des 200 000 $ qu'elle a pris de nos comptes pour se bâtir une nouvelle vie avec Jules? » L'expression de Brennan se figea. « Elle m'a dit qu'elle avait besoin de sécurité, parce que tu allais la quitter. » Un rire amer échappa à Calder. « Je n'avais aucune intention de la quitter. Pas avant de découvrir qu'elle couchait avec un autre homme depuis 6 mois. Elle te ment, Brennan, et tu la laisses faire, parce que c'est plus facile que d'affronter la vérité. La vérité, c'est que tu n'as jamais été là pour elle. Ni pour moi. » La voix de Brennan monta, attirant quelques regards dans la rue. « Tu étais toujours au travail. Toujours au bureau. »« Je construisais un avenir pour notre famille, » répliqua Calder avec calme. « Un avenir que ta mère a décidé d'encaisser. Tu t'en fiches, pas vrai? » De tout ça. Calder ne laissa rien paraître. « Je m'en fiche énormément. C'est justement pour ça que je ne me laisserai pas manipuler par ta mère, ni par toi. » Et sur ces mots, il monta dans sa voiture, laissant Brennan seul sur le trottoir. En s'éloignant, il aperçut son fils dans le rétroviseur, l'air perdu, furieux. Une partie de lui brûlait de faire demi-tour, d'expliquer, de sauver ce qui pouvait l'être encore entre eux. Mais Calder avait pris sa décision, il ne plierait pas. Il ne céderait pas, Mara avait fait son choix. Et maintenant, Brennan aussi. Ils devraient tous vivre avec les conséquences. Le Millbridge Gazette n'avait jamais été réputé pour sa discrétion, mais la une du matin surprit même Calder. Agent immobilier local mêlé à plusieurs liaisons, des épouses influentes dévastées. En dessous, une photo prise sur le vif de Jules Harmon, sortant d'un restaurant chic, le bras autour d'une femme, qui n'était clairement pas Mara. Calder parcourut l'article tout en sirotant son café. Selon le rapport, Jules menait plusieurs liaisons, au moins 4 femmes de la ville, dont l'épouse du conseiller municipal Porter. Des sources anonymes affirmaient qu'il ciblait des femmes mariées, riches et insatisfaites, utilisant son charme pour obtenir des investissements dans des projets immobiliers fictifs. Le téléphone sonna, interrompant sa lecture. C'était Michael. « Tu as vu la une ?» demanda l'avocat sans détour. « Je suis en train de la lire. Le timing est intéressant. L'épouse du conseiller a porté plainte pour fraude. Apparemment, Harmon l'a convaincu d'investir 300 000 $ dans un projet qui n'existe pas. » Calder posa sa tasse. « Des charges criminelles. Probablement. La DEA enquête. Et plusieurs autres femmes s'apprêtent à témoigner. Et Mara ?» Le ton de Michael contenait une touche de satisfaction. Aucun commentaire de sa part dans l'article. « Mais mes sources disent qu'elle est abasourdie.
Elle ignorait qu'il voyait d'autres femmes, encore moins qu'il les arnaquait. Après avoir raccroché, Calder replia soigneusement le journal et le laissa sur le comptoir de la cuisine, là où Marlowe ne manquerait pas de le voir. Puis il partit travailler, un sentiment de sombre satisfaction au fond de la poitrine. Avant la fin de la matinée, son téléphone vibrait sans arrêt. Messages de collègues, amis, connaissances, certains compatissants, d'autres curieux. Calder n'en répondit que quelques-uns, laconiques. Vers midi, Ryan frappa à la porte de son bureau. « Monsieur. Madame Matthews est dans le hall. Elle exige de vous voir. » Calder consulta sa montre. « Faites-la monter. » Quelques minutes plus tard, Mara fit irruption dans le bureau. Elle avait pleuré. Son maquillage ne pouvait pas dissimuler les yeux rougis et les joues enflammées. « Tu savais » lança-t-elle sans préambule, en jetant violemment le journal sur le bureau. « Tu savais pour les autres » Calder la regarda, imperturbable. « Non. Mais ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les hommes qui couchent avec des femmes mariées ne sont généralement pas réputés pour leur intégrité morale. » Mara s'effondra sur une chaise, son agressivité s'éteignant en une détresse palpable. « Il disait que j'étais spécial, que ce qu'on avait, c'était vrai. » « Il a probablement dit ça à toutes, répondit Calder, sans la moindre pitié. Y comprit à l'épouse du conseiller Porter, qui porte maintenant plainte pour fraude. Elle redressa brutalement la tête. « Quoi ? Ton petit ami ne se contentait pas de collectionner les cœurs, Mara. Il collectionnait des investissements, pour des projets qui n'existent pas. » Il se pencha légèrement vers elle, les yeux glacials. « Dis-moi, combien de notre argent lui as-tu donné ?» Le sang quitta son visage. « Je ne... Les 200 000 $ que tu as pris sur nos comptes, ils ont servi à financer ces projets fictifs ? » « Ce n'était pas comme ça, murmura-t-elle. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Bien sûr que si. Tu n'étais qu'une cible de plus, Mara. Une épouse riche et ennuyée, qu'il pouvait séduire et exploiter. Tu jubiles, hein, dit-elle d'un ton tranchant. De me voir humilié ? Non, répondit Calder honnêtement. Je ne me réjouis pas de ton humiliation. Mais je ne vais pas faire semblant d'être désolé que la vérité éclate. Tout le monde en parle. Les regards que j'ai reçus à l'épicerie ce matin. Elle secoua la tête, essayant de contenir ses larmes. Mes amis ne répondent plus à mes appels. Alors ce ne sont pas vraiment des amis, si elles t'abandonnent à la première tempête. Comme tu l'as fait. Le regard de Calder se durcit. Je ne t'ai pas abandonné, Mara. Tu m'as trahi. C'est différent. J'ai fait une erreur, une terrible erreur, dit-elle d'une voix plus douce, suppliante. Mais on peut s'en sortir. On pourrait aller en thérapie, repartir à zéro. Non. Le mot claqua. Sans appel. Froid. On ne repartira pas à zéro. Pas après ça. Parce que toi, tu es parfait, cria-t-elle, la colère montant à nouveau. Je suis loin d'être parfait. Mais la trahison n'est pas une erreur, Mara. C'est un choix. Un choix que tu as fait, encore et encore pendant des mois. Calder se leva, mettant un terme à la conversation. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Calder, s'il te plaît. Pense à Brennan, à notre famille. Tu aurais dû y penser, Mara. Avant de coucher avec Jules. Sa voix était plate. Sans émotion. Les actes ont des conséquences. Il est temps que tu affrontes les tiennes. Elle le fixa longuement, son visage glissant lentement de la supplique à la froide acceptation. Tu ne tiens vraiment plus à rien, pas vrai ? Je tiens à protéger ce qui m'appartient. Pour le reste ? Il haussa les épaules. Non. Je suppose que non. Quand la porte se referma derrière elle, Calder retourna à son bureau, s'efforçant de se replonger dans ses contrats. Il ne se permettrait pas de penser au regard brisé de Mara. Ni au pincement qu'il ressentit à son départ, ce n'était pas du regret, mais peut-être une reconnaissance de ce qu'ils avaient été autrefois. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Calder trouva Mara dans la cuisine, au téléphone,
la voix bassée. Urgent, Jules, s'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on parle de ça, de nous. Une pause. Je sais ce que disent les journaux, mais je veux entendre ta version, s'il te plaît. Elle se figea en voyant Calder. Elle coupa aussitôt l'appel. Leurs regards se croisèrent dans un silence tendu. Il ne rappellera pas, déclara finalement Calder en posant sa mallette sur le comptoir. Il est probablement déjà à mi-chemin d'un autre état. Tu n'en sais rien. Je connais son genre. Calder se dirigea vers le réfrigérateur et en sortit de quoi préparer un dîner simple. C'est un escroc, Mara. Il prend ce qu'il veut et disparaît. Il m'aimait, affirma-t-elle, bien que sa voix trahisse un sérieux manque de conviction. M'aimait-il vraiment, ou bien aimait-il ce que tu pouvais lui offrir? Elle n'eut rien à répondre. Au cours de la semaine suivante, le scandale enfla. D'autres femmes se manifestèrent. Le total des investissements détournés atteignit bientôt près d'1 million de dollars. Jules Harmon avait bel et bien disparu. Son agence immobilière avait été vidée du jour au lendemain. Son téléphone coupé. Mara devint une recluse, fuyant les lieux publics où les murmures et les regards la poursuivaient. Le conseil d'administration de l'association caritative féminine qu'elle co-présidait lui demanda de se retirer jusqu'à ce que la situation se clarifie. Son groupe hebdomadaire de tennis ne trouvait soudainement plus de créneaux pour elle. Calder observait sa lente chute avec un détachement glacial. Il s'était attendu à ressentir de la satisfaction, voire un triomphe. Mais il ne ressentait rien. Absolument rien. Et ce vide en soi était un soulagement. La femme assise en face de lui, qui remuait silencieusement sa nourriture dans son assiette, était devenue une étrangère. Un soir, alors qu'il travaillait dans son bureau à domicile, il entendit la sonnette, suivie de voix étouffées. Intrigué, il sortit dans le couloir pour voir Mara introduire dans le salon une brune en larmes. Diane Porter. La femme du conseiller municipal, expliqua Mara d'un ton raide en le voyant. Diane et moi avons besoin de parler, en privé. Il hocha la tête et retourna dans son bureau, en laissant la porte entr'ouverte. Leurs voix glissèrent dans le couloir, d'abord hésitantes, puis plus intenses à mesure qu'elles partageaient leurs expériences avec Jules. Il m'a dit que j'étais la seule, sanglota Diane. Que ce qu'on avait était spécial. Il m'a dit la même chose, répondit Mara, la voix creuse. Mot pour mot. Robert veut divorcer. Il dit qu'il ne peut pas pardonner l'humiliation. Encore moins l'argent. Il m'a appelé aussi. Mais je pense que c'est plus l'argent que l'adultère qui le dérange. Un silence. Puis Diane reprit, la voix plus basse. C'est vrai, ce qu'on dit, que Jules nous a volé de l'argent à toutes? Oui, admit Mara. Je lui ai donné 200 000 $ de nos comptes, pour un projet immobilier à Pinoloo, qui n'existe pas. Oh, Mara. Nouveau silence. Puis Mara demanda. Tu as eu de ces nouvelles depuis que l'affaire a éclaté? Non. Et toi? Rien. Aucun appel, aucun message. Il a juste disparu. Tandis que les deux femmes poursuivaient leur confession, Calder retourna à son travail. Leurs voix s'estompèrent comme un bruit de fond. Leur trahison partagée avait créé un lien inattendu, mais cela ne changeait rien pour lui. Mara avait fait ses choix. Et désormais, elle allait devoir en assumer les conséquences. Tout comme lui. Le lendemain matin, un nouveau titre faisait la une de la Gazette, Harmon aperçut à Vegas l'enquête pour fraude 7 ans. L'article décrivait comment Jules avait été vu à des tables de poker à hauts enjeux, dépensant visiblement sans retenue les fonds détournés. Calder laissa le journal sur la table de la cuisine avant de partir au travail, se demandant si cette révélation serait enfin le coup de grâce aux illusions que Mara entretenait encore au sujet de son amant. Ce fut ce soir-là, en rentrant, qu'il la trouva installée à la table de la salle à manger, cernée de documents, la mâchoire contractée par la détermination. « J'ai parlé avec les autres femmes, dit-elle sans lever les yeux. Nous allons déposer une plainte commune contre Jules. Pénale et civile. » Calder haussa un sourcil. « Bien. Je sais que ça ne nous rendra pas notre argent, mais c'est déjà quelque chose. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « Je veux réparer ça,
Calder. Autant que possible. C'est trop tard pour ça, Mara. Elle acquiesça lentement. Je sais. Mais je dois essayer malgré tout. Pour la première fois depuis sa confession, Calder ressentit une once de respect à son égard. Pas de pardon. Jamais. Mais une reconnaissance de son effort à assumer ses actes. Cela ne changea rien entre eux. La procédure de divorce suivait son cours. Leurs échanges restaient froids, minimaux. Pourtant, dans les jours qui suivirent, alors que Mara collaborait avec les autres femmes pour monter leur dossier contre Jules, Calder perçut un changement, une détermination nouvelle remplaçait le déni désespéré auquel elle s'était accrochée. Elle affrontait enfin les conséquences de ses actes. C'était tout ce qu'il avait voulu depuis le début. Le campus fourmillait d'étudiants profitant de l'après-midi printanier, mais Calder n'y prêta pas attention en se dirigeant vers le bâtiment des sciences. Brennan avait enfin accepté de le rencontrer, après des semaines d'appels ignorés et de messages sans réponse. Il trouva son fils assis sur un banc, son sac à ses pieds, l'air plus jeune, et plus vulnérable qu'il ne l'avait vu depuis des années. « Merci d'être venu », dit Calder en s'asseyant à côté de lui. Brennan acquiesça, raide. « Maman a dit que je devrais t'écouter. » Les mots eurent l'effet d'une douche froide. « Ta mère t'a dit de me rencontrer ? Elle dit que tu as le droit de raconter ta version. Même si... » Il détourna le regard. « Même si elle n'est pas d'accord, » acheva Calder. Intéressant timing. Surtout après les révélations sur Jules. Les épaules de Brennan se raidirent. Ce n'est pas à cause de lui. Vraiment ? Calder se pencha, les coudes sur les genoux. L'affaire de ta mère est désormais publique. L'argent qu'elle lui a donné a disparu. Et soudainement, elle t'encourage à me parler. Elle se sent mal pour ce qui s'est passé, papa. Elle a fait une erreur. Une erreur, répéta Calder, le mot acide sur sa langue. C'est comme ça qu'on appelle 6 mois de mensonges, de tromperie, et le vol de $200 000. Elle était malheureuse, s'emporta Brennan, attirant les regards de quelques étudiants. Tu n'étais jamais là pour elle. Ni pour moi. Toujours au bureau. Je construisais quelque chose pour notre famille, répondit Calder d'une voix égale. Tout ce que je faisais, chaque heure de travail, c'était pour vous offrir sécurité et opportunité. On n'avait pas besoin de plus d'argent ou d'une maison plus grande, papa. On avait besoin de ta présence. Et ça justifie ce qu'elle a fait. Brennan détourna les yeux. Non, mais ça l'explique. Calder l'observa, percevant le conflit dans son regard. Tu la défends encore. C'est ma mère. Et je suis ton père. Mais tu n'as pas hésité à prendre son parti. À me blâmer pour ses actes. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait, Brennan. Dès l'instant où elle t'a avoué sa liaison, tu as soutenu sa version. Comme si c'était moi le responsable. Le visage de Brennan s'empourpra. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu es juste parti. Tu n'as même pas essayé d'en parler. De régler les choses. Il n'y avait rien à régler. Elle a trahi notre mariage. Volé notre argent. Elle a choisi Jules, pas nous. Et maintenant, toi, tu choisis la vengeance au lieu d'essayer de sauver ce qu'il reste de notre famille. Elle veut réparer ses erreurs, au moins. Calder rit. Un rire court, dur. C'est ce qu'elle t'a dit? Qu'elle voulait se racheter. Qu'elle voulait se réconcilier? Elle poursuit Jules parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que son amant s'est révélé être un imposteur. Parce qu'il l'a utilisé. Comme il a utilisé toutes les autres. Sa réputation est détruite. Ses cercles l'ont abandonné. Elle cherche juste un filet de sécurité. Brennan secoua la tête, dégoûté. Tu es froid. Est-ce que tu te soucies même de ce que ça nous fait? À elle, à moi. Je me soucie beaucoup de ce que ça te fait, répondit Calder, sa voix s'adoucissant à peine. C'est pourquoi je suis ici. Pour que tu comprennes la réalité. Quelle réalité? Que tu veux la détruire? Ta mère t'a utilisé, dit Calder d'un ton plat. Elle t'a manipulé pour me faire plier.
Elle t'a retourné contre moi pour renforcer sa position. C'est faux. C'est vrai, Brennan. Réfléchis. Pourquoi t'a-t-elle parlé de sa liaison avant de m'en parler à moi? Pourquoi t'impliquer dans quelque chose qui devait rester entre nous? Brennan se tut, troublé. Elle avait besoin d'un allié, continua Calder. De quelqu'un pour l'aider à faire de moi le méchant. Et tu étais le choix parfait. Mon propre fils, contre moi. Elle ne ferait jamais ça, protesta Brennan, mais sa voix manquait de conviction. Si tu veux lui rester fidèle, c'est ton choix, dit Calder en se levant. Mais sache que je ne vous pardonnerai jamais. Ni à elle pour sa trahison, ni à toi, pour t'être laissé transformer en arme contre moi. Brennan le fixa, abasourdi. Tu ne penses pas vraiment ça. Si. Je le pense. Les actes ont des conséquences, Brennan. Ta mère commence à l'apprendre. Peut-être qu'il est temps que toi aussi. Il s'éloigna sans se retourner. Chaque pas était lourd. Une partie de lui voulait revenir sur ses mots, adoucir ses propos, laisser une porte entr'ouverte pour une éventuelle réconciliation. Mais cette partie fut étouffée par une certitude glaciale, la confiance, une fois trahie, ne pouvait jamais être pleinement restaurée. Assis dans sa voiture, Calder resta immobile. Il fixait le bâtiment du campus où son fils se trouvait encore. Il n'avait dit que la vérité. Aussi dure soit-elle. Mara avait bel et bien utilisé Brennan comme un pion, dans sa partie. Et le garçon l'avait permis. Trop impatient de croire le pire à propos de son père. Son téléphone vibra. Un message de Michael s'afficha. Le juge a rejeté la demande de pension alimentaire temporaire de Mara. On avance. La nouvelle aurait dû l'apaiser. Le satisfaire, peut-être. Mais Calder ne ressentit rien, qu'un vide creux. Il mit le contact, s'éloigna du trottoir. Et laissa derrière lui non seulement Brennan, mais aussi les derniers fils effilochés de la famille qu'ils avaient autrefois formée. Ce soir-là, tandis que Calder travaillait dans son bureau à domicile, un fracas résonna. La porte d'entrée claqua violemment. Des pas lourds martelèrent les escaliers. Et la voix de Brennan, remplie de rage, fendit le silence. « Comment as-tu pu nous faire ça? À moi? À nous ?» La réponse de Mara fut trop basse pour être comprise, mais son ton était défensif. Suppliant. « Papa a dit que tu t'étais servi de moi, » enchaîna Brennan, la voix tremblante, « que tu m'avais parlé de ta liaison pour me retourner contre lui. C'est vrai? » Silence. Puis la voix de Mara, plus forte maintenant. « Bien sûr que non. Ton père essaie de te manipuler, tu ne vois pas? Il cherche à nous diviser parce qu'il sait qu'ensemble, nous sommes plus forts. Alors pourquoi m'en avoir parlé à moi avant de lui dire à lui? Pourquoi m'avoir appliqué là-dedans? » À nouveau, le silence. Puis des murmures indistincts. Calder tenta de se replonger dans son travail, mais sa concentration s'était envolée. L'affrontement à l'étage ne faisait que confirmer ce qu'il savait déjà. Les fissures dans la version soigneusement construite de Mara commençaient à se voir. Et Brennan, enfin, commençait à entrevoir la vérité. Il était près de minuit quand un léger coup fut frappé à la porte de son bureau. Calder leva les yeux. Brennan se tenait dans l'embrasure, les yeux rougis, mais déterminés. « On peut parler ?» demanda-t-il à voix basse. Calder lui fit signe de s'asseoir. « De quoi veux-tu parler ?» Brennan s'installa, raide, tendu. « J'ai parlé à maman. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait dit pour la faire avant de t'en parler. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de soutien moral, qu'elle avait peur de ta réaction. » Calder hocha la tête, attendant la suite. « Mais ça n'a aucun sens, » poursuivit Brennan, sa voix se raffermissant. Elle n'avait pas peur. Elle était presque fière. Comme si elle voulait te blesser. « Oui, » répondit simplement Calder. « Et quand j'y pense, c'est elle qui parlait toujours de ton absence, de ta distance. De comment tu n'étais jamais là pour nous. Mais c'est faux, non? Pas toujours, pas physiquement peut-être, mais tu t'es toujours occupé de nous. Tu nous as tout donné. » J'ai essayé, dit Calder,
prenant soin de garder un ton neutre. Je ne prétends pas avoir été un mari ou un père parfait, Brennan. J'ai travaillé de longues heures. J'ai manqué des choses importantes. J'aurais dû être là. Mais, je n'ai jamais trahi la confiance de ta mère. Je n'ai jamais volé à notre famille. Brennan acquiesça lentement, le visage troublé. Je crois que j'ai été injuste avec toi. Je me suis laissé influencer par maman, sans jamais me poser de questions. Une partie de Calder voulait l'enlacer, lui dire que tout était pardonné. Mais l'autre partie, celle qu'avait endurci des semaines de trahison, restait prudente. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Parce que, je ne veux plus être au milieu. La voix de Brennan était sincère. Je ne veux plus être utilisé. Par aucun de vous deux. Je ne t'ai jamais utilisé, Brennan. Non, mais tu as été dur avec moi. Oui, admit Calder. Parce que je voulais que tu vois la vérité. Même si ça faisait mal. Un silence. Puis. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça dépend de toi, répondit Calder. Je ne peux pas faire comme si les dernières semaines n'avaient jamais existé. Tu as cru le pire de moi sans même me laisser me défendre. Je ne peux pas oublier ça. Je suis désolé, papa. Vraiment. Calder le fixa. Il y avait du remords dans ses yeux. Un remords sincère. Mais ce n'était pas encore suffisant. Pas pour l'instant. J'apprécie, Brennan. Mais la confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Brennan hocha la tête, acceptant cette dure vérité. Je comprends. Je veux juste, pas te perdre. Tu ne m'as pas perdu, murmura Calder, sa voix se radoucissant. Mais on ne pourra pas revenir en arrière. Il faudra vivre avec les choix que nous avons faits. Tous. Quand Brennan quitta le bureau, Calder sentit une première fêlure dans la glace qu'il avait formée autour de lui. Pas assez pour pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Mais assez, pour reconnaître que son fils avait fait le premier pas vers la compréhension. Un début. Si mince soit-il. Le lendemain, le palais de justice bourdonnait de tension. Calder s'installa aux côtés de Michael, à la table du plaignant. De l'autre côté de l'allée, Mara était assise avec son avocat, Johnson. Un homme connu pour ses tactiques agressives et sa théâtralité. Cette audience allait sceller le partage des biens et le montant de la pension. Le point culminant de mois de manœuvres juridiques et de préparation. Mara affichait un calme apparent dans un tailleur bleu marine sobre, ses cheveux relevés en un chignon strict. Mais Calder percevait la tension, la ligne crispée de ses lèvres, le léger tremblement de ses mains en manipulant ses papiers. Le juge Eleanor Reeves fit son entrée. Sévère, elle balaya la salle du regard avant de prendre place. Nous sommes ici pour l'affaire Matthews contre Matthews, annonça-t-elle. J'ai examiné les dossiers des deux parties. Maître Johnson, vous pouvez présenter le cas de votre cliente. Johnson se leva, réajustant sa cravate en soie. Merci, votre honneur. Nous demandons une répartition équitable des biens matrimoniaux, incluant l'entreprise de Monsieur Matthews, que Madame Matthews a aidé à développer par son réseau étendu et ses relations clients. Nous demandons également une pension qui reflète le niveau de vie qu'elle a toujours eu pendant le mariage. Le juge Reeves acquiesça. Et concernant les récents éléments sur la relation présumée de Madame Matthews avec Monsieur Harmon? Une affaire personnelle regrettable, votre honneur, répondit Johnson. Mais sans rapport avec le partage des biens. Une brève erreur de jugement qui ne saurait effacer 17 années de mariage ni ses contributions à la réussite de Monsieur Matthews. Maître Donovan, votre réponse? Michael se leva, calme et concentré. Votre honneur, nous contestons tant la demande de pension excessive que la participation de Madame Matthews à l'entreprise. Ses contributions furent sociales, non stratégiques. Il déposa un dossier sur le pupitre. Plus grave encore, nous avons la preuve que Madame Matthews a retiré près de $200 000 de compte conjoint pendant 8 mois, période coïncidant avec sa liaison avec Monsieur Harmon. Cet argent a servi à financer de prétendus investissements frauduleux. Le juge Reeves fronça les sourcils.
Ce sont des accusations sérieuses, maître Donovan. Et elles sont dûment prouvées. Relevé bancaire, témoignage, et l'aveu de Madame Matthews dans sa plainte contre Monsieur Harmon. Johnson bondit. Votre honneur. Ma cliente a été victime des escroqueries de Monsieur Harmon, comme d'autres femmes. C'est une tentative évidente de détourner l'attention. Le véritable problème, coupa Michael, c'est que Madame Matthews a trahi son mari. Émotionnellement et financièrement. Elle ne peut pas revendiquer une part accrue des biens après avoir vidé les fonds matrimoniaux. Assez, trancha la juge. Passons au témoignage. Monsieur Matthews, veuillez vous avancer. Calder prêta serment. Il croisa brièvement le regard de Mara, un mélange de défi et de peur. Elle savait ce qui allait suivre. Michael conduisit le témoignage avec rigueur. La chronologie du mariage, la construction de l'entreprise, le mode de vie de Mara. Quand avez-vous appris la liaison? Le 15 mars. Elle me l'a dit directement. Elle avait une relation avec Jules Harmon depuis 6 mois. Et votre réaction? Je suis parti. J'avais besoin de temps pour encaisser. A-t-elle exprimé des remords? Pas au début. Elle semblait fière. Elle disait avoir enfin trouvé un vrai homme. Ce n'est qu'après que Harmon ait été démasqué qu'elle a regretté. Malgré les objections répétées de Johnson, la juge laissa passer l'essentiel du témoignage. Puis Michael aborda l'aspect financier. Retrait des comptes conjoints, confirmé par des relevés. Avez-vous autorisé ces retraits? Non. Je les ai découverts après avoir déposé le dossier de divorce. Et savez-vous ce qu'est devenu cet argent? Selon la déclaration de ma femme, elle l'a donné à Harmon pour un projet immobilier à Pinolow. Un projet inexistant, n'est-ce pas? Exact. L'interrogatoire de Johnson fut agressif, tentant d'excuser Mara en accusant Calder d'avoir été absent. Mais Calder resta calme. Franc. Inébranlable. Lorsque Mara prit enfin la parole, sous la direction habile de Johnson, elle joua la carte de l'épouse dévouée, abandonnée émotionnellement. J'ai eu tort. Jules a été une erreur. Mais ça n'efface pas 17 ans de mariage. Ni tout ce que j'ai fait pour notre famille. Michael attaqua ensuite avec précision. Avez-vous cherché à faire une thérapie de couple avant cette liaison? Non. Avez-vous dit à votre mari que vous étiez prête à le quitter? Pas avec ces mots. Il continua, démontrant ses dépenses excessives, ses retraits, et son absence totale de consultation financière. Et là, dans cette salle glaciale, la vérité éclatait enfin. Non dans les cris. Mais dans les chiffres. Dans les silences. Et dans les regards. Et mon rôle dans tout cela était de rester silencieux, d'attendre. J'ai réalisé que j'avais été injuste envers toi, commença Brennan, sa voix devenant plus assurée. J'ai pris le parti de maman sans poser de questions, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Je l'ai laissé m'utiliser contre toi, exactement comme tu l'avais dit. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Demanda Calder, son ton neutre. Beaucoup de choses, répondit Brennan, passant une main dans ses cheveux, un geste tellement semblable à celui de Calder que cela lui causa une douleur fugace. Les preuves du dossier judiciaire, pour commencer. J'ai lu les transcriptions, toutes. Les dossiers financiers étaient assez clairs. Il hésita. J'ai commencé à parler davantage avec maman, vraiment parler, pas juste la laisser me raconter sa version des événements. Plus on discutait, plus je remarquais des incohérences. Des petites choses d'abord, puis des plus grandes. Il se pencha en avant, les yeux rencontrant ceux de Calder directement. La semaine dernière, elle a admis qu'elle m'avait parlé de l'affaire spécifiquement pour m'amener de son côté. Elle pensait que si je te blâmais aussi, tu serais plus enclin à céder à ses exigences dans le divorce. Calder absorba cette information sans réaction visible, bien qu'une sensation froide s'installât dans son estomac. Je vois. Je suis désolé, papa, dit Brennan, la voix légèrement brisée. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. Je suis désolé de m'être laissé manipuler et je suis désolé de t'avoir tourné le dos quand tu avais besoin de soutien. Les excuses flottèrent dans l'air entre eux, sincères et brutes.
Une partie de Calder voulait les accepter immédiatement, combler le fossé qui s'était creusé entre eux, mais la plus grande partie, celle qui avait été endurcie par la trahison, restait prudente. Je te remercie de me dire cela, Brennan, vraiment, mais ce n'est pas suffisant. Son fils termina la phrase pour lui, une tristesse compréhensive dans les yeux. Ce n'est pas si simple. Non, clarifia Calder. La confiance ne se reconstruit pas en une seule conversation. Je sais, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je ne veux pas te perdre, papa. Je ne veux pas que ce que maman a fait détruise aussi notre relation. Calder étudia son fils, voyant un véritable remords dans son expression, mais ce n'était pas encore suffisant. Pas encore. Tu as fait ton choix, Brennan. Je ne peux pas te pardonner ce que tu as fait et je ne t'accepterai pas dans ma vie comme si rien ne s'était passé. Tu dois apprendre de ça, même si c'est trop tard pour nous. Les mots étaient durs, mais Calder les prononça sans colère, simplement pour énoncer ce qu'il croyait être la vérité. Brennan se crispa, mais hocha lentement la tête. Je comprends. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais prouver que j'ai changé, que je peux à nouveau être digne de confiance. Ça, c'est à toi de le décider. Ils restèrent silencieux un moment avant que Brennan ne parle à nouveau. Comment ça se passe avec le nouvel endroit? Les affaires vont bien? Oui, répondit Calder, permettant à la conversation de se tourner vers un terrain plus sûr. Le projet Westridge est en avance sur le calendrier, on commence le développement Jensen le mois prochain. C'est génial, répondit Brennan, avant de regarder Calder d'un air un peu incertain. Et personnellement? Calder haussa un sourcil. Que veux-tu dire? Tu vois quelqu'un? Demanda Brennan après un moment de réflexion. La question était inattendue. Non, je ne suis pas intéressé par ça en ce moment. Maman pense que tu es impliqué avec ton amie Annelise. Elle est convaincue que tu avais une aventure avec elle avant le divorce. Un court rire sans humour échappa à Calder. Bien sûr. C'est plus facile pour elle de croire que je la trompais aussi, que d'accepter l'entière responsabilité de ses actions. Tu étais avec Annelise? Je veux dire, non, demanda Brennan, semblant chercher à comprendre. Non, répondit Calder fermement. Annelise est une amie et une associée professionnelle, rien de plus. Brennan acquiesça, acceptant cela. Je m'en doutais, mais maman. Il haussait les épaules. Elle voit ce qu'elle veut voir. Et elle? Demanda Calder, se surprenant lui-même par la question. Brennan lut dans ses pensées. L'alimentation, ça l'aide, mais elle a du mal à trouver du travail. Sa réputation ici est presque détruite. C'est regrettable, mais ce sont les conséquences de ses choix. Brennan prit un verre d'eau, le tournant entre ses mains. Elle parle de déménager à Portland, recommencer là où personne ne la connaît. Calder hocha la tête sans commenter. Le futur de Mara n'était plus sa préoccupation. Et tu as refusé? Oui, il n'y a plus rien à dire. Annalise le scruta un instant. Tu sais, parfois, la clôture ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans le fait de voir avec des yeux clairs ce qui est et ce qui ne l'est plus. Ce qui veut dire que, peut-être, voir Marlowe une dernière fois confirmerait ce que tu sais déjà, la personne que tu as épousée n'existe plus pour toi, que la connexion est véritablement rompue. Il considéra cela en silence. Si cela t'apporte la paix, dit Élise, alors, si ne plus jamais la revoir est ce qu'il te faut, soit. Mais s'il y a une partie de toi qui se demande. Le dîner arriva, interrompant momentanément la conversation alors qu'il mangeait. Calder se retrouva à réfléchir aux paroles d'Annelise. Y avait-il une partie de lui qui se demandait, qui avait besoin de confirmation que la rupture était complète? Il ne le pensait pas. Mais le simple fait qu'il y pensait encore suggérait le contraire. 2 jours plus tard, contre son meilleur jugement, Calder appela Brennan. Dis à ta mère que je la retrouverai pour un café demain à 14 h, chez Morganes, en centre-ville, 15 minutes, pas plus. Vraiment? Brennan semblait surpris. Je lui dirai. Merci, papa. Ne me remercie pas encore, répondit Calder. Je ne promets rien à part être là. Le café de Morgan était calme à 14 h,
la foule du déjeuner partie et les habitués de l'après-midi encore absents. Calder choisit une table près de la fenêtre, commanda un café noir et attendit. Une partie de lui remettait toujours en question la sagesse de cette rencontre. Mara arriva exactement à l'heure, vêtue d'une simple robe bleue qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle semblait plus mince, plus vieille. L'éclat confiant qu'il avait autrefois caractérisé s'était estompé, laissant place à une présence plus douce. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. »« Moi non plus », répondit honnêtement Calder. Un serveur s'approcha et Mara commanda un thé. Lorsqu'ils furent seuls à nouveau, elle parla avec précaution, comme si chaque mot avait été répété plusieurs fois. « Je voulais te voir avant de quitter la ville, pour m'excuser en face à face, pour tout. » Calder resta silencieux, ne niant ni acceptant ses excuses. « Ce que j'ai fait est inexcusé, » continua-t-elle. « L'affaire, les mensonges, utilisaient Brennan contre toi. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait, et je me rends compte maintenant que j'étais profondément malheureuse. Pas à cause de ce que tu as fait ou pas fait, mais à cause de mes propres problèmes. » Ses doigts se tordaient nerveusement autour de sa tasse tandis qu'elle parlait. « Je t'ai blâmé parce que c'était plus facile que de prendre mes responsabilités. Je me suis dit que tu étais distant, indisponible, que c'était toi qui m'avais poussé dans les bras de Jules. Mais la vérité, c'est que j'étais égoïste et que je cherchais de la validation en dehors de notre mariage, au lieu de travailler sur les problèmes à l'intérieur. » Le serveur revint avec le thé de Mara, interrompant brièvement la conversation. Lorsqu'il fut parti, Calder prit enfin la parole. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ? Parce que je dois le dire. Parce que je dois prendre la responsabilité avant de partir et d'essayer de recommencer. » Les yeux de Mara croisèrent les siens. « Et parce que tu mérites de l'entendre, même si cela ne change rien entre nous. » Calder hocha légèrement la tête, reconnaissant le sentiment, mais sans pardonner les actions. « J'apprécie tes excuses. J'espère que Portland sera un nouveau départ pour toi. »« Ça doit l'être, » répondit-elle avec un petit sourire triste. « Il n'y a plus rien pour moi ici, à part des souvenirs et des regrets. » Ils restèrent silencieux un moment, l'espace entre eux rempli des échos d'un passé partagé qui ne pourrait jamais être repris. « Es-tu heureux ? » demanda Mara soudainement. La question surprit Calder, mais il répondit honnêtement. « Je suis en paix. C'est suffisant. » « Et Annelise, vous êtes amis ? » Il répondit fermement, « Rien de plus. » Mara acquiesça, acceptant la réponse. « C'est moi qui ai répandu ces rumeurs sur vous deux, que vous aviez une aventure. J'étais en colère et je voulais te faire mal. Je m'en excuse aussi pour ça. Ça n'a plus d'importance maintenant. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre, consciente que leurs 15 minutes convenues touchaient à leur fin. « Je devrais partir. Merci d'avoir accepté cette rencontre. » En se levant pour partir, Calder se retrouva à poser une question qu'il n'avait pas anticipée. « Pourquoi as-tu dit à Brennan pour l'affaire ? » Avant de me confronter. Mara hésita, puis répondit avec une honnêteté inattendue. « Je savais qu'il prendrait mon parti. Je savais que ça te ferait plus mal que l'affaire elle-même, voir ton fils se retourner contre toi. Je voulais te faire mal, Calder. Je voulais que tu te sentes aussi insignifiant que je l'ai parfois ressenti. » Cette confession brutale flottait dans l'air entre eux. « Merci pour ta franchise, » dit Calder enfin. « Au revoir, Mara. Je te souhaite bonne chance à Portland. » Elle s'éloigna, et Calder ne ressentit ni clôture ni regret, seulement une certitude tranquille que ce chapitre de sa vie se terminait véritablement. Pas dans une flambée dramatique, mais dans l'acceptation simple de ce qui était et de ce qui ne pourrait jamais être à nouveau. Oh, I'm so disoriented now. Clip broke. Yeah, I don't know why the clip broke. That's the first, but oh well. You know, there might be a reason for that. Apparently, when Twitch clips, it scans for copyrighted music, and sometimes it just breaks the clip if it detects copyrighted music. I followed your phone. Oh, thank you, man.
Appreciate that. Oh my god. It's fine, dude. I've actually been playing Minecraft for like 15 years. It's totally fine and chill and cool. Oh my gosh, Fractal with another 500 coins. Hold on, I gotta give you your mana for that. Add points. Fractal 5,000. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hold on, I got it. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. What shaders are you using? Thank you. Thank you. Thank you. It is Complementary Reimagined, I think. Oh my god. Okay. Yes, Complementary Reimagined. Goated pack. Okay. Please tell me the stronghold is here. I'm getting. This is awesome, by the way. Okay, hold on. The leaf, my sprout. You like it? Pretty neat, huh? My girlfriend actually made that. Stand on sand? Oh, it's over. It's over. It's over. I don't have sand. GG. No, dude. I'm gonna have to change the price on that. That's crazy. GG's. That's GG's. Fuck. Oh my god. Okay, there's two things I need to change the price of. How do I get coins? Do exclamation point CC, or if you're on desktop, there should be a button right on the screen. Payout, yes, payout. Okay. So for those who bet against me, you're getting your payout. Oh my goodness. Oh my goodness gracious. We were doing so good. Who redeemed that? Who the fuck was that? Was that Dylan? I feel so powerful. I was literally trying to bridge back to the surface so I could find sand. Oh my god. Do or die seems a bit OP. Yeah. Yeah. I don't know. I might just disable it, honestly. Well, guys, it was a good, honest attempt. I think we're gonna start another world for sure. We're definitely not gonna finish another run tonight though. Damn, dude, no wins yet. Soda, can you add a death for the counter, please? Okay. Okay. So I need to make some changes here. So bear with me, chat. I'm gonna make a few adjustments, and then we're gonna reset everything and try again. But Raiders, again, thank you for watching. Thank you for the follows. I hope y'all are